Bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Il est la première cause d'hospitalisation et de mortalité au Togo. Le paludisme est une maladie infectieuse, potentiellement mortelle, due à plusieurs espèces de parasites appartenant au genre Plasmodium. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès à l'université aux soins affirme que le paludisme est une endémique avec une transmission qui dure presque toute l'année sur tout le territoire. Selon l'OMS, le paludisme tue plus de 499 000 personnes chaque année et en 2019, donc l'Afrique représente 94% de ces décès. Affection fébrile transmise à l'homme par des piqûres de moustiques infectés par le Plasmodium falciparum. Le paludisme peut entraîner plusieurs complications telles que le coma, les convulsions, une insuffisance rénale. Elle affecte plusieurs organes et ces complications peuvent donner des séquelles irréversibles, voire même le décès. Pour comprendre cette maladie, nous avons fait appel au docteur Messin Bertin, donc médecin généraliste, qui est avec nous ce matin, donc pour nous expliquer un peu en long et en large qu'est-ce que c'est que le paludisme, c'est quoi les conséquences et pourquoi ça touche autant de monde en Afrique. Et bien sûr, je suis accompagnée de mon binôme, docteur Fessal. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Très très bien. Très bien. Et donc en seconde partie de cette émission, donc nous répondrons à vos questions posées sur notre numéro WhatsApp. Donc vous le répète, pour que vous puissiez aussi nous envoyer vos questions, vos inquiétudes et les thématiques, bien évidemment, qu'on peut aussi développer dans cette émission. Donc c'est 79 84 27 52. N'hésitez pas, envoyez vos questions, même les plus intimes. Donc nous sommes là pour ça. Bonjour docteur Bertin. Bonjour madame, bonjour docteur, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de revenir sur ce plateau. Donc c'est avec un plaisir. C'est un plaisir également. Donc vous vous rappelez, docteur Fessa, la fois dernière on l'a eu dans l'émission, donc c'est c'est ça, c'est bien ça. Donc docteur, on a un peu développé à notre manière un peu qu'est-ce que c'est le paludisme, donc on vous écoute. D'accord, je vais commencer par définir le paludisme comme le docteur l'avait défini. Oui. Le paludisme qui est une maladie infectieuse aiguë. Ce n'est pas une maladie chronique. Une maladie chronique, c'est une maladie dont la personne souffre pendant plusieurs mois. Mais là, on parle d'une maladie aiguë. Une maladie qui peut survenir à quelques jours après lorsque l'agent infectieux vous a piqué. Parce qu'ici, là, on parle d'une transmission du moustique, comme le docteur Féchal l'avait dit. Donc, c'est une maladie infectieuse aiguë et c'est une maladie très fébrile. Et c'est une maladie qui est due à un parasite spécifique, le Plasmodium. Donc, vous avez déjà donné les chiffres concernant les décès. Et je vais ajouter les chiffres concernant les personnes touchées par année en 2019. Et ça touche environ 299 000 de personnes par année. Donc, le chiffre est quand même assez élevé pour... En Afrique? Oui, en fait, les 299 millions de personnes, 499 000 de décès, 94% de décès en Afrique, en fait. Okay. Donc, si on fait 94% de décès, 299 000, on se retrouve la grande partie chez nous. Donc, c'est l'Afrique tropicale également, dans laquelle le Togo se situe, la zone dans laquelle le Togo se situe, qui est la plus touchée également. Mais ça tue plus que que Covid. Bon. Si on fait la comparaison obligatoirement, ça tue plus que le Covid. Parce que 499 000 par année, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme. Mais avec les dommages que Corona et le Covid a causé toutes ces dernières années, je crois que les chiffres vont évoluer au niveau du Covid qu'au niveau du palud. Au niveau du palud. Parce que les efforts sont fournis quand même au niveau du paludisme. Parce que l'État togolais fournit vraiment des efforts et pour la lutte de cette maladie. Donc je crois que c'est pour cela les chiffres ont un peu baissé. Parce que comparativement aux chiffres des années antérieures, c'était pas... pire. Oui. Waouh. Et justement, c'est quoi ces signes qu'est-ce qui nous prouve que on a le palu, aujourd'hui on souffre de ça, c'est quoi les signes exactement? D'accord, qui ne connaît pas les symptômes de palu, qui n'a jamais fait le palu? Ça, personne nous aurait dit non, en fait. Parce que tout le monde vient, même les patients viennent à l'hôpital avec le diagnostic. Ils vous disent, docteur, j'ai le palu. Et docteur, j'ai les symptômes de palu. Là, ils vous disent, tu as quels symptômes, effectivement?
Bon, c'est là, il va vous dire, il y a la fièvre. La fièvre est toujours constante. Il y a toujours la fièvre qui est présente. Bon, il y a souvent une fatigue extrême qui est là. Vous vous sentez tellement fatigué. Il y a toujours des coups battus. Vous sentez partout dans votre corps là, ça fait mal. Même vous couchez, ça fait mal. C'est pas que vous avez fait un travail intense, mais vous sentez une fatigue extrême qui est toujours présente. Parfois, le goût amer. Parfois, vous perdez l'appétit. Bon, parfois, les vomissements surviennent. Ça peut associer aussi aux diarrhées. Donc, également, ce sont les symptômes qui sont vraiment fréquents et permanents et lorsque vous faites un palu. Donc, ça peut aller lorsque... Bon, et on n'en reviendra pas là-dessus, la description du cycle évolutif, parce que lorsque le plasmodium va détruire les globules rouges, ça peut aller jusqu'à une anémie sévère. Oui. Donc la personne peut faire une anémie très grave qui peut engendrer également le pronostic vital de la personne. Ça peut aller jusqu'à ce que ces globules rouges-là vont s'agglutiner pour boucher maintenant les artères. Et les vaisseaux du cerveau, effectivement, et ça peut causer encore un neuropalus. Et c'est vraiment là qui n'est pas bon, parce que le neuropalus est tellement mortel. Wow. Et quels sont les modes de transmission? D'accord. Et pour parler du mode de transmission, il va falloir décrire un peu quelques types de plasmodium qui existent. Parce que le plasmodium, c'est un parasite. Donc, je vais décrire un peu les espèces qui existent. Il y a par exemple le plasmodium falciparum. C'est le plus pathogène et le plus fréquent chez nous en Afrique. Donc, parmi les 5 espèces, c'est le falciparum qui est le plus pathogène et c'est ça que nous, on a hérité en Afrique. Donc, vu que... Et vous comprenez avec moi que la 94% dont on avait parlé, et on est censé avoir, parce qu'on a l'espèce le plus pathogène et le plus virulent, parce que c'est l'espèce là qui cause le neuropalus et qui est mortelle également. Donc on a aussi le plasmodium vivace qui est vraiment fréquent dans les milieux tempérés, le plasmodium ovale. Est-ce que c'est possible de nous détailler un peu Vival, tout ça, pour que les gens... Non, c'est le nom en fait. Oui, mais qui correspond à quoi? Pour que les gens, nos téléspectateurs puissent comprendre un peu qu'est-ce que c'est réellement en fait. Oui, par exemple, lorsqu'on dit plasmodium falciparum, c'est par rapport à leur forme en fait. D'accord. Et on a donné le nom déjà à l'Antiquité, donc c'est le nom qu'il a pris, plasmodium falciparum. C'est son nom en fait. Okay. Donc plasmodium vivace, c'est aussi son nom, parce que lui il est aussi présent dans les milieux tempérés. Oui. Donc lui aussi ça a sa forme particulière. Il y a plasmodium ovale également, et il y a un autre là, plasmodium knowlesi. Plasmodium knowlesi, habituellement, c'est spécifique aux singes, mais parfois, ça peut se retrouver chez l'homme. Lui aussi, il peut être mortel. Mais le plus mortel, c'est le plasmodium falciparum. Il y a le plasmodium malaria également. Donc, on a tous ces types de plasmodium-là chez nous en Afrique, mais le plus abondant, c'est le plasmodium falciparum et le plasmodium malaria par après. Mais il faut savoir que en Europe, dans les pays tempérés, c'est le plasmodium vivace qui est le plus fréquent. Donc, en Asie du Sud, en Amérique du Sud, c'est le plasmodium falciparum, le plasmodium malaria qui est le plus fréquent. Et ce sont les plasmodiums le plus pathogènes, le plus mortels. Et c'est dans cette zone-là que le plasmodium sévit plus. D'accord. Mais je crois que par rapport aux espèces, en fait, il y a, je sais pas, récemment quand même, il a été découvert le paludisme Plasmodium vivax, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai cru comprendre quand même qu'il y a des TDR qui apparaissent négatifs. Effectivement. Parce que vu que les TDR étaient faits au Plasmodium sensible, étaient faits pour être sensibles au Plasmodium falciparum. Donc quand il y a des TDR qui sont en train d'être faits maintenant pour être sensible aux deux parasites. Effectivement. Donc, comme Dr. Féchal a dit, il y a des tests on a fait des tests spécifiques à notre plasmodium, à notre climat, donc le plasmodium falciparum. Mais ça peut arriver, vu qu'ils ont les mêmes gènes, mais peut-être c'est quelques molécules qui diffèrent pour avoir une autre forme. Donc, on peut avoir ces faux négatifs là ou bien ces interactions au résultat. Maintenant, pour parler de la transmission, c'est pas comme une IST, ou bien une maladie sexuellement transmissible, c'est une maladie qui est infectieuse, mais par l'intermédiaire d'un moustique. Et de cette moustique-là, il y en a deux, il y a le mâle et la femelle. Mais, sauf que le mâle ne pique pas, c'est la femelle qui pique en se nourrissant. Donc, l'homme ne transmet pas directement la maladie à l'homme. L'homme transmet la maladie à une moustique femelle, et c'est la moustique femelle qui transmet à un homme sain. Donc, c'est comme ça que le cycle se passe. Maintenant, la seule transmission interhumaine qui existe, c'est la transmission de la femme enceinte à son enfant. Donc, c'est pourquoi les sages-femmes et les gynécologues sont vraiment rigoureux sur le traitement préventif intermittent qu'on donne
habituellement aux femmes enceintes lors des consultations prénatales. Donc, voilà un peu les transmissions qui sont décrites. Il faut donc dire ici que les moustiques jouent en fait le rôle de vecteur. Voilà, ils se chargent de prendre le parasite d'un endroit X pour ramener ça à un endroit Y. Voilà, donc ça s'appelle en fait vecteur. Donc, ils jouent le rôle d'un vecteur. Voilà. Ok. Et quelles sont les complications, enfin les conséquences dues au paludisme? Les conséquences dues au paludisme. Comme le docteur avait dit, les conséquences sont vraiment atroces et parfois irréversibles, surtout le neuropalud. Comme je l'avais dit, ça va nous venir à expliquer un peu la physiopathologie en fait de cette maladie. Oui. Parce que, comme je l'avais dit, le plasmodium entre dans l'organisme, il va détruire en fait les globules rouges. Vraiment, il détruit les cellules hépatiques, les cellules du foie. En détruisant ces cellules du foie là, ça peut causer une insuffisance hépatique. Donc ne vous étonnez pas lorsque vous allez venir à l'hôpital, vous faites le palud, on vous demande même quand même un test ou bien des analyses hépatiques. C'est pas pour le plaisir. C'est pour savoir si vous ne souffrez pas d'une insuffisance hépatique due à... Donc ça touche le foie. Ça touche le foie. Je vais expliquer vraiment le cycle évolutif du plasmodium et vous verrez que c'est le foie qui commence déjà la reproduction de ce plasmodium. Okay. Donc, déjà l'insuffisance hépatique, après ça passe au niveau des globules rouges, donc ça détruit également les globules rouges, ça va causer une anémie. Les globules rouges, ce sont les globules rouges qui transportent en fait les gaz sanguins, donc ce qui cause également des dommages au niveau du poumon, par exemple un œdème pulmonaire. Également, ces globules vont s'agglutiner au niveau de la rate, ça peut causer une rupture de la rate. Ces globules vont s'agglutiner au niveau du rein, ça peut causer une insuffisance rénale. Donc ça, on en voit tout le temps. Et les insuffisances rénales post-paludisme, donc les enfants font parfois des dialyses pour remettre leur rein en marche. Donc également, le neuropalud va causer par exemple les pertes de connaissance, un coma, pour ne pas finir par un décès. Donc, les décès, c'est vraiment fréquent à l'hôpital parce que lorsque vous ne consultez pas tôt, un enfant avec une anémie à 2, à 3, s'il n'est pas transfusé tôt, vous comprenez avec moi que, on n'est pas Dieu pour le sauver. Oui. Seul le transfusion sanguine peut le sauver. Et je passe par ce message pour donner du courage à tous les donneurs du sang. Ils font du bon boulot, ils sauvent des vies. Ce sont des héros inconnus, mais quand même, ils font du bon boulot. C'est pas donné à tout le monde de donner son sang, non. Mais quand même. Mais il faut en tout cas, merci à vous. Il faut vraiment y aller et le courage de le faire. C'est pas évident au moment où vous sauvez des vies. Vraiment, il faut y aller. Merci à vous. Voilà un peu les conséquences qu'engendre le plasmodium dans l'organisme. En parlant des complications au niveau du cerveau, lorsque ça attaque une partie du cerveau, si ça attaque une partie la partie du cerveau qui contrôle le langage, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à faire une aphasie, la perte du langage, peut-être la perte de l'odorat. Tant que ça attaque une partie du cerveau qui n'est pas qui contrôle une partie. Par exemple, vous pouvez aller jusqu'à faire une hémiplégie comme les gens font dans les AVC. Donc, vous comprenez avec moi que vous faites ce genre de complications-là, ça peut devenir irréversible. Voilà, alors, dis donc, docteur Fessal, c'est paludisme, oui, on sait que ça touche même moi, je suis vraiment atteinte de ça, mais je ne savais pas que ça allait au-delà de ça. C'est grave. C'est grave. Oui, ça peut être grave. Voilà, tout dépend de la localisation et surtout de la densité parasitaire aussi. Effectivement. Qui peut se révéler vraiment très, très, très dangereuse. Si elle est grande, voilà, si vous avez trop de plasmodium dans le sang, vous risquez de faire un paludisme grave par rapport à quelqu'un qui a une très petite quantité de plasmodium dans le sang. Mais justement, en parlant de ça, mais à partir de quel taux peut-on se dire que on est atteint du paludisme? Il n'y a pas un taux vraiment standard. Le plasmodium, c'est un agent pathogène. Tant que c'est présent, ça va causer son dommage. Dès le début, ça y est. Tant que c'est présent. Si on voit même un seul plasmodium, pour sauver du pas, on fait un test, vous présentez des symptômes de ce palud-là, on fait un test, on fait un test d'herpès, par exemple, ou bien une goutte d'herpès, on trouve du plasmodium, sans plasmodium, pas microlitre de sang, là, vous souffrez déjà du paludisme. C'est ça. Maintenant, lorsque le taux est élevé jusqu'à au moins à 400 000,
de microlitres, hein, on parle de microlitres ici. Ou bien à 500 000, là, vous faites déjà un palu grave, comme Dr Féchard avait dit. Un palu grave, c'est là j'avais signé, ça s'accompagne d'une anémie sévère, ça s'accompagne des signes neurologiques, des insuffisants rénales, des insuffisants hépatiques, et le pronostic est vraiment sombre si on n'en agit pas tôt. Sinon, je crois aussi que ce paludisme, même, il peut même être défini comme étant juste, je crois, pour ne pas trop en abuser, la présence du plasmodium dans le sang, parce qu'il arrive même que vous ayez le plasmodium et que vous soyez asymptomatique. Oui. Mais dans tous les cas, la densité permet plutôt de distinguer le paludisme simple du paludisme grave. Voilà. Et voilà. Ça, c'est par rapport au taux élevé. Là, oui, comme voilà, il dit, au taux élevé, et surtout avec l'atteinte des autres organes, voilà, du corps humain. Donc, cela permet plutôt de distinguer le paludisme simple du paludisme grave. Voilà, en quelque sorte. Et à partir de combien de temps, quand on est piqué, que le virus se déclenche? D'accord. À partir de combien de temps? En fait, ça va nous laisser décrire un peu le cycle évolutif du plasmodium. Le plasmodium, comme on avait dit, le cycle se fait chez l'homme et chez l'espèce de la moustique levateur. Maintenant, comment ça se passe? L'anophèle, il a déjà les cellules là, le plasmodium dans sa glande salivaire, il vous transmet. Oui. Par exemple, je suis là, j'ai le palu, il vient, et j'ai pas le palu, il vient, il pique. Ok, là je commence pas à faire mon palu. Maintenant, à quel moment je vais commencer par faire mon palu? Habituellement, minimum c'est 7 jours. 7 jours après la piqûre. 7 jours après la piqûre, maximum c'est 2 mois ou 30 jours habituellement. Oui. Bon, dans notre contexte habituellement, c'est à 2 semaines. À 2 semaines déjà, au maximum 2 semaines, tu vas faire ton palu. Puis que nous sommes dans une zone endémique, notre période d'incubation est plus proche et que les autres périodes d'incubation. Aussi, c'est par rapport à l'agent pathogène qu'on a. C'est le plasmodium falciparum. Le plasmodium falciparum a une période d'incubation on vous inocule cela, ça se déclenche très vite, peut-être 7 jours après, juste, vous faites le paludisme. Mais par exemple, le plasmodium vivace et le plasmodium ovale, par exemple, bon, ça peut rester jusqu'à peut-être 5 ans, 4 ans avant d'être déclenché. Il peut être caché comme ça. Donc, voilà, lorsque on vous inocule, la motive vous donne le plasmodium, il ne fait rien, il va seulement attaquer les cellules du foie. Là, il ne fait rien. Il se multiplie. Par exemple, je prends la salle là, il va se multiplier dans la salle là et puis exploser la salle en fait. Exploser la salle. Donc voilà. Donc c'est ça. La cellule hépatique est détruite. Oui. Cette cellule hépatique détruite, si vous avez 100 cellules hépatiques, si le plasmodium vient détruire 50 cellules hépatiques, bon, vous voyez que vous avez déjà commencé par souffrir des signes d'insuffisance hépatique. Ces 100 plasmodiums là vont attaquer maintenant d'autres globules rouges. Oh là là. Maintenant, ils vont aller maintenant au niveau des globules rouges. Maintenant, la phase qui est passée, on appelle rapidement la phase pré-érythrocytaire ou bien la phase hépatique. Donc, ils vont attaquer maintenant les globules rouges. Ils vont détruire les globules rouges également parce qu'ils vont se multiplier dans les globules rouges et vont les faire éclater également. Donc, c'est là la phase érythrocytaire et c'est là commencent les signes en fait. C'est lorsque on tombe dans la phase érythrocytaire que les signes vraiment commencent. Et c'est là l'anémie aussi commence par s'annoncer. Donc on va revenir juste après les informations, c'est très intéressant. Reste avec nous, on revient juste après. D'accord.